Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire organisé par l'équipe Vigon de néonatologie. Nous sommes très heureux de vous accueillir, bien que virtuellement parlant, en ce début d'après-midi. Je me présente, je suis Laura Cinieri, je suis Business Development Manager pour la néonatologie pour la France. Aujourd'hui, nous allons parler de néonatologie et plus particulièrement d'administration de surfactants aux prématurés par la méthode LISA. Plusieurs informations à vous donner en attendant que tous les participants puissent nous rejoindre. Tout d'abord, vous l'avez constaté, vos caméras et micros sont coupés pour limiter les interférences avec notre intervenant. Néanmoins, nous voulons ce webinaire participatif, je dirais, puisque vous pouvez, dès à présent d'ailleurs, poser vos questions via le chatter qui est situé en bas à droite de votre écran, dans l'onglet Q&R, questions et réponses. Voilà, en bas à droite de votre écran, vous pouvez dès à présent poser vos questions à notre intervenant et nous garderons du coup un temps à la fin de la présentation de Juliana pour que vous puissiez effectivement, pour qu'on puisse y répondre tout simplement. Donc, le webinaire se terminera à 14 h comme cela était convenu. Il est également enregistré, c'est-à-dire que l'ensemble des participants le recevra à la fin de la présentation pour pouvoir le visionner et ou le partager avec ses contacts. Nous mettrons également ce lien sur notre chaîne YouTube, sur la page Vigon Group. Passons maintenant, sans transition, à la présentation de notre intervenant. C'est donc le docteur Juliana Patcaille, praticien hospitalier dans le service de médecine et de réanimation néonatale de Port-Royal à l'hôpital Cochin à Paris, dans le service du professeur Jarreau. Le service donc a une activité spécialisée dans la prise en charge du nouveau-né prématuré, avec un recrutement important sur les grands et les extrêmes prématurés. Vous avez, Juliana, une expérience de plus de 20 ans en néonatologie. L'équipe de Port-Royal a d'ailleurs été pionnière en la matière sur la méthode LISA en France, qui a été introduite en 2013. Donc, ça fait plus de 8 ans que vous pratiquez cette méthode sur votre service et avec votre équipe. Merci donc pour votre présence à tous aujourd'hui. Les derniers participants nous ont rejoints. Je vous remercie, Juliana, de nous faire la joie de votre présence aujourd'hui. Et je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup. Merci Laura, bonjour à tous. Donc, je remercie les laboratoires Vigon pour leur invitation et donc pour avoir l'occasion de parler aujourd'hui de la méthode LISA, partager la méthode LISA et partager aussi notre expérience de service. Donc, tout d'abord, je voudrais contextualiser l'arrivée du LISA en reprenant rapidement les différentes grandes étapes de l'évolution de la prise en charge du syndrome respiratoire. Donc, deux grandes avancées majeures, la corticothérapie anténatale et l'avènement du surfactant exogène qui vont transformer en améliorant considérablement le pronostic de ces enfants. Le surfactant est administré au travers d'une sonde d'intubation au cours d'une séquence de ventilation invasive. Le tournant, au début des années 2000, du fait de la prise de conscience en fait, des effets néfastes de la ventilation mécanique invasive, est associé à l'essor de la CPAP, la ventilation continue positive airway pressure, Et donc, de ce fait, on va remettre en question la stratégie d'intubation surfactant précoce à la naissance au profit d'une stratégie de CPAP seule. Ces deux stratégies vont être évaluées de façon comparative au cours d'études randomisées contrôlées, les études COIL, SUPPORT et CURPAP, qui vont donner des résultats contrastés et en tout cas qui ne vont pas permettre d'établir la supériorité de la stratégie CPAP seule. Dans le même temps, il est intéressant pour expliquer les causes relatives de cet échec de la CPAP de revenir aux des données publiées par Dargaville en 2016 et qui sont figurées ici, qui reprennent en fait la prise en charge initiale des nouveau-nés à la naissance, selon qu'ils soient pris en charge avec une stratégie d'intubation ou prise en charge par CPAP. Donc en noir, les enfants intubés, en jaune, les enfants pris en charge par CPAP sont des enfants qui sont tous inborn. On constate que le pourcentage d'enfants pris en charge en CPAP est relativement faible aux âges gestationnels les plus faibles et qui va rapidement augmenter. Sur le graphique de gauche, ce qu'on peut constater, c'est qu'on détaille en fait l'évolution des carrés jaunes, des rectangles jaunes, selon le succès ou l'échec de cette stratégie.
de CPAP seul. Donc, en rouge est figurée la proportion d'échecs définie par l'intubation nécessaire au cours des 3 premiers jours de vie selon l'âge gestationnel. Et on constate donc aux âges gestationnels les plus faibles, entre 25 et 27 semaines, qu'on a une proportion quasiment à 50% d'échecs de la CPAP qui va diminuer après rapidement à mesure de la maturation. Donc, il existe un fort taux d'échecs de la CPAP seule aux âges gestationnels les plus immatures. Les hypothèses avancées pour expliquer ce phénomène est l'absence ou le retard à l'administration du surfactant. D'où la conclusion, au début des années 2000, de la nécessité d'associer à la CPAP seule l'administration d'un surfactant. Pour répondre à ce challenge administration et surfactant précoce, différentes méthodes d'administration vont voir le jour. La méthode de référence, la méthode INSURE, qui donc a comme séquence d'administration, comme concept une séquence d'administration, intubation, administration de surfactant, extubation rapide, donc se veut limiter l'exposition à la ventilation mécanique invasive. D'autres méthodes vont voir le jour, qu'on va regrouper, nous, sous le vocable LISA, donc des méthodes moins invasives, less invasives, qui ont pour dénominateur commun d'utiliser un dispositif de fin calibre qui va être introduit dans la trachée au moment d'un temps de laryngoscopie. Donc, ces méthodes vont différer entre elles selon le dispositif utilisé. Un certain nombre vont utiliser des dispositifs souples, comme une sonde d'aspiration, une sonde gastrique, une sonde souple, cathéter souple, et donc qui vont nécessiter la mise en place à l'aide d'une pince de Magill. La méthode Hobart, qui a été proposée par les Australiens, a pour particularité l'utilisation d'un dispositif semi-rigide qui permet de s'affranchir de l'utilisation de la pince de Magill. Et à côté de ces méthodes LISA, on a d'autres méthodes en perspective qui sont encore à un stade d'étude plus préliminaire, qui se veulent encore moins invasives, puisque s'affranchissant de toute laryngoscopie. Il s'agit de la méthode par le masque laryngé, la nébulisation ou encore l'administration intrapharyngée. Au final, 2 méthodes applicables vont émerger au sein des pratiques de service, la méthode INSURE et la méthode LISA. Nous allons donc les décrire en les comparant l'une par rapport à l'autre. La méthode INSURE, donc, à partir d'un enfant qui est en CPAP, va comprendre un temps de laryngoscopie avec une intubation classique, au décours immédiat à l'administration du surfactant, un temps qui se veut bref de ventilation invasive, qui a pour objectif de faire progresser le surfactant dans les poumons, une extubation rapide et remise de l'enfant en CPAP. Les avantages de cette méthode sont la possibilité d'utiliser une sédation en toute sécurité, puisque l'enfant est intubé, et éventuellement de poursuivre la ventilation mécanique si l'enfant tolère mal soit la procédure, soit la sédation. Les inconvénients de cette méthode sont le temps de laryngoscopie, l'existence d'une séquence de ventilation mécanique invasive, la difficulté possible d'extubation éventuellement en lien avec les effets de la sédation et un dérecrutement alvéolaire. À côté de ça, la méthode LISA, elle comprend une succession chez un enfant qui est stabilisé en CPAP par un temps de laryngoscopie. On introduit donc le dispositif de fin calibre au travers duquel on va instiller le surfactant. L'enfant étant toujours en ventilation positive continue et au décours immédiat de l'administration, on va retirer le dispositif et remettre l'enfant sous CPAP dans son incubateur. Les avantages de cette méthode, on s'affranchit totalement de la ventilation mécanique invasive, on maintient donc la CPAP durant toute la procédure et l'enfant est maintenu en ventilation spontanée. Les inconvénients, ce sont ceux en commun avec l'INSURE du temps de laryngoscopie, l'apprentissage nécessaire de cette technique et la sédation, balance bénéfice-risque, on en parlera ultérieurement dans la présentation, c'est une vraie question. Donc, cette méthode LISA va être évaluée, comparée par rapport à des méthodes donc INSURE ou ventilation mécanique surfactant au cours d'études randomisées contrôlées. Donc, 6 études vont être conduites entre 2005 et 2015, réunissant environ 900 enfants, et qui vont donner lieu à 2 méta-analyses publiées en 2016. Voici les principaux résultats de la méta-analyse de Al-Ghana Al-Gouir.
Donc, vous voyez ici présenter les résultats. La méthode LISA apparaît réduire de façon significative les décès aux dysplasies bronchopulmonaires à 36 semaines, avec un effet également bénéfique significatif sur la survie, sur la dysplasie à 36 semaines chez les survivants. Elle apparaît aussi également réduire le recours à la ventilation mécanique au cours des 3 premiers jours. Dans le même temps, toujours en 2016, va apparaître les résultats d'une méta-analyse en réseau par Isamaya, qui lui a pour objectif de comparer cette stratégie de prise en charge initiale ventilatoire en ayant comme critère de jugement la survenue d'une dysplasie bronchopulmonaire. Et donc, les résultats sont un classement de ces différentes stratégies, de la meilleure à la moins bonne. Il apparaît dans ces résultats que l'ISA est la meilleure stratégie devant l'INSHUR et devant la ventilation mécanique conventionnelle et le surfactant. D'autres données sources nous permettent d'évaluer le bénéfice et les effets secondaires du LISA par rapport à une méthode conventionnelle. Ce sont les données issues du réseau néonatal allemand. À ce moment-là, donc, ce sont des données obtenues en population chez des enfants de moins de 29 semaines, donc données recueillies entre 2009 et 2016. Donc, on va comparer 3 groupes d'enfants selon l'administration de surfactants. Un premier groupe qui ne reçoit pas de surfactant, un groupe qui reçoit le surfactant par méthode LISA et un groupe qui reçoit le surfactant par voie au travers d'une sonde d'intubation. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de comparer LISA versus sonde d'intubation. Donc, on constate d'emblée que les caractéristiques démographiques de ces 2 populations ne sont pas comparables. Les enfants du groupe intubation qui reçoivent au travers de la sonde sont plus immatures, avec un âge gestationnel plus faible, un poids de naissance plus faible. Ils sont aussi plus malades initialement, si on revient sur les critères d'oxygène, sur les besoins d'oxygène initiaux, et ils ont une évolution plus défavorable sur le plan respiratoire, si l'on en croit les recours aux corticoïdes postnataux. Alors, bien sûr, ces données s'expliquent par le fait que ce n'est pas une étude randomisée contrôlée, mais que les enfants qui s'adaptent moins bien à la naissance ou qui ont une maladie respiratoire plus sévère initialement vont recevoir le surfactant après une intubation. Qu'en est-il des résultats? Donc, on va comparer les résultats entre LISA et surfactant par méthode conventionnelle. Bien sûr, après une analyse avec une régression multiple en ajustant sur plusieurs variables d'intérêt. Les principaux résultats sont figurés sur ce tableau. On obtient donc un effet bénéfique de réduction des sepsis secondaires, un effet bénéfique sur la survenue d'infections respiratoires, sur la survenue des hémorragies intraventriculaires de grade 2 à grade 4, sur l'incidence de la leucomalacie périventriculaire, sur le recours chirurgical dans le cadre d'un canal artériel, ou encore sur les traitements nécessaires dans le cadre d'une rétinopathie sévère. Par ailleurs, on a aussi des résultats significativement positifs dans le groupe LISA, avec une réduction donc, de la dysplasie bronchopulmonaire, du critère dysplasie du décès ou encore des décès. À côté de ça, on observe une augmentation dans le groupe LISA des perforations intestinales isolées nécessitant un recours à la chirurgie. L'analyse secondaire par âge gestationnel montrera que ce sur-risque est uniquement dans la population des moins de 26 semaines. Donc, au final, au vu de ces données et d'autres que je n'ai pas le temps de vous présenter aujourd'hui, les recommandations européennes de la prise en charge du syndrome de détresse respiratoire en 2019 établissent la méthode LISA comme la méthode à privilégier pour l'administration du surfactant chez les enfants en ventilation spontanée sous CPAP, à condition, et c'est important, que le clinicien soit formé à cette technique. Qu'en est-il des résultats à plus long terme de cette méthode LISA? Alors là, très peu de résultats. On a très récemment eu la publication du devenir en fait, du suivi des enfants inclus dans les premières études randomisées contrôlées ayant évalué LISA. Donc 2 grosses études allemandes, l'étude MINSAP d'Angela Krieps, qui a inclus des enfants de moins de 27 semaines, rapporte le devenir des enfants neurologiques sur la réalisation d'un test de délai. Le résultat, en ce qui concerne le score cognitif, montre un bénéfice pour le groupe LISA avec une réduction significative des scores très déficitaires inférieurs à 70,
22 versus 42% dans le groupe contrôle. En ce qui concerne le score moteur, les résultats sont moins significatifs, on va dire. Pas de différence quand on regarde l'analyse des groupes, tout compris. Par contre, quand on analyse en sous-groupe, on a un petit bénéfice concernant, là encore, une réduction des scores très déficitaires dans le groupe LISA pour le groupe des 25-26 semaines. L'étude Avoid Mechanical Ventilation de Goeppel, qui elle a inclus des enfants entre 26 et 28 semaines, ne retrouve pas de différence à 2 ans, tant sur les données biométriques que sur le devenir neurologique, là encore évalué sur un test de BD. Donc maintenant, je voudrais aborder avec vous les aspects pratiques de la méthode LISA. Et avant, je vais prendre la précaution de préciser qu'aujourd'hui, il n'existe aucun consensus ni aucune recommandation qui encadre cette pratique de la méthode LISA. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a encore très peu de données et donc beaucoup de questions restent en attente. Cependant, je vous propose quelques éléments de réponse qui sont issus surtout d'un consensus d'experts qui donc va être, j'espère, enrichi de notre pratique clinique à Port-Royal. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est quelles sont les indications de la méthode LISA. Donc, je reviendrai à la définition, enfin, plutôt à l'utilité de la méthode LISA, qui est celle d'une administration de surfactant. Donc, les indications vont naturellement correspondre à celles des indications du surfactant, qui sont en général définies comme une détresse respiratoire associée à des besoins d'oxygène. Donc, une question importante, c'est la cible, la définition des besoins d'oxygène nécessitant une administration de surfactant. Les recommandations européennes établissent recours au surfactant pour des FiO2 supérieurs ou égales à 30%. C'est aussi en général le critère utilisé pour les études randomisées contrôlées qui ont évalué l'ISA. Dans les pratiques, et beaucoup de centres français en tout cas partagent cette pratique, nous avons des cibles d'oxygène qui sont variables selon l'âge gestationnel pour indiquer le surfactant. Ainsi, pour les âges gestationnels les plus immatures, les plus faibles, entre 23 et 25 semaines, à Port-Royal, nous proposons le recours au surfactant dès que la FiO2 est supérieure à 21%. À partir de 26-28 semaines, nous avons un objectif au-delà de 25%. Et au-delà de 28 semaines, nos seuils d'administration du surfactant sont supérieurs ou égaux à 30%. Donc, en dehors de cette indication, 2 conditions supplémentaires sont nécessaires pour entrer dans l'indication de la méthode LISA. Il est nécessaire que les enfants puissent bénéficier d'une CPAP efficace avec une pression positive continue supérieure ou égale à 5 cm d'eau. Et dernièrement, que les enfants soient stables en ventilation spontanée. De l'autre côté, existe-t-il des contre-indications? Alors, vous voyez que j'ai choisi plutôt le vocable non-indication, qui sont plutôt des situations où la méthode risque d'être en échec du fait d'une situation clinique défavorable. Il s'agit des détresses respiratoires sévères. Alors là aussi, c'est à titre indicatif, ça reflète nos pratiques à Port-Royal. Elles sont définies par des besoins d'oxygène élevés. Donc, chez les moins de 28 semaines, on met la barre à au-dessus de 50%. Chez les bébés plus matures, entre 28 et 32 semaines, pour une FiO2 supérieure à 60%. Un état d'acidose métabolique n'est pas une situation favorable et l'existence d'une pathologie pulmonaire associée, là encore, rend la technique plus périlleuse, notamment une hypoplasie pulmonaire ou une infection congénitale. Autre situation peu favorable, l'existence d'une pathologie malformatique de la sphère ORL maxillofaciale pulmonaire. L'existence d'un pneumothorax n'est pas en soi une contre-indication à l'application de la méthode, mais plutôt une contre-indication à la poursuite de la pression positive continue à forte pression. Les apnées récurrentes, donc, qui font référence aux indications nécessaires d'un enfant stable. Donc, l'apnée récurrente malgré un traitement par caféine est une mauvaise indication. Et enfin, l'absence de formation à la technique qui, elle, est une réelle contre-indication à la poursuite ou l'application plutôt de la méthode. Deuxième question qui revient fréquemment, c'est existe-t-il des critères d'éligibilité selon l'âge gestationnel? Donc, pour nous aider à répondre à cette question, je vous propose de regarder les données publiées par RT en 2019, qui sont issues, encore une fois, du réseau néonatal allemand, en fait. Alors, sur le premier graphique, on voit donc figurer le recours à la ventilation mécanique qui a été rendu nécessaire au cours des 3 premiers jours de vie.
chez les enfants donc, traités par l'ISA initialement et selon l'âge gestationnel. Donc, on constate que le recours à la ventilation mécanique, il est très élevé pour les âges gestationnels les plus faibles, qui va diminuer progressivement avec la maturation. Et donc, si on détaille, sur les âges gestationnels entre 22 et 24 semaines, plus de 50% des enfants vont avoir besoin d'être intubés dans les 3 premiers jours de vie. À côté, on a figuré ici le taux de dysplasie bronchopulmonaire à 36 semaines, selon l'administration du surfactant, là encore stratifié selon l'âge gestationnel. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est la barre gris moyen, j'espère que vous voyez bien, et la barre gris foncé, donc gris moyen qui correspond à l'administration par méthode LISA, et gris foncé au travers d'une sonde d'intubation. On constate donc qu'il y a une diminution de l'incidence de la dysplasie bronchopulmonaire associée à la méthode LISA pour chaque âge gestationnel, mais que l'ampleur de cette réduction de la dysplasie bronchopulmonaire est beaucoup plus importante à partir de 25 et jusqu'à 28 semaines chez ces enfants-là. Donc, pour revenir à notre question de départ, existe-t-il des critères d'éligibilité selon l'âge gestationnel? Il n'y a pas de recommandation établie et au sens propre, la technique peut être appliquée à tous les âges gestationnels. Il y a même des études randomisées contrôlées qui incluent les enfants jusqu'à 36 semaines. Cependant, il faut bien savoir que les bénéfices attendus vont être variables en fonction de l'âge gestationnel. Et pour ça, j'ai voulu faire un petit résumé, alors là encore, qui est une proposition, enfin, qui correspond un petit peu à une synthèse de ce qu'on vient de voir. Pour les âges gestationnels entre 25 et 28 semaines, l'objectif et les bénéfices attendus vont être une réduction, une éviction de la ventilation mécanique au cours des 3 premiers jours de vie, avec un effet très important attendu de réduction de la dysplasie bronchopulmonaire. On a vu l'amplitude précédemment sur le diagramme de la réduction de la dysplasie bronchopulmonaire. On a aussi un bénéfice attendu sur une réduction de la survenue des hémorragies sévères, grade 3 et 4, les données que je ne vous ai pas présentées. Dans la tranche des 28-32 semaines, on va avoir un bénéfice en évitant le plus souvent tout recours à la ventilation mécanique et en ayant un bénéfice également de réduction de la dysplasie bronchopulmonaire qui va être moins important que dans la tranche précédente. En dessous de 25 semaines, on l'a vu, on va avoir souvent un retard à l'intubation au cours des premières heures et des premiers jours de vie, mais cette intubation est le plus souvent quand même nécessaire, on a vu dans plus de 50% des cas. On a un effet bénéfique de réduction de la dysplasie bronchopulmonaire et on a aussi un effet attendu de réduction des hémorragies intraventriculaires les plus sévères. Et enfin, au-delà de 32 semaines, alors j'ai une petite part sur mon écran, mais voilà, on évite de façon quasiment totale le recours à la ventilation mécanique grâce à la méthode LISA. Cependant, on a peu d'effets bénéfiques attendus sur la dysplasie bronchopulmonaire. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie qui n'existe quasiment pas au-delà de 32 semaines. Et de ce fait, le bénéfice est incertain de la méthode LISA, d'autant plus que chez ces enfants plus matures, le geste d'administration au travers d'un cathéter fin est souvent plus difficile chez des enfants qui sont plus agités avec une sédation plus difficile à contrôler. Donc pour ce groupe d'enfants au-delà de 32 semaines, en tout cas la pratique aporiale est de proposer l'administration du surfactant par une méthode INCHO. En ce qui concerne la question de dans quel délai doit-on, pour optimiser la méthode LISA, la pratiquer, là aussi il faut revenir à le principe initial de la méthode LISA, qui est donc une administration de surfactant. Donc les recommandations, je dirais, sont associées à celles qui sont en vigueur pour le surfactant, c'est-à-dire les indications d'un traitement administré en curatif précoce dès l'identification des besoins. Donc, le plus souvent, et eu égard à la physiopathologie de la survenue des lésions pulmonaires avant H2, c'est d'autant plus important de le faire précocement sur les âges gestationnels les plus immatures. Il est nécessaire d'avoir un temps préalable de stabilisation en CPAP, ce qui permet d'identifier les besoins réels en oxygène et de définir les indications du surfactant. À la question administration en salle de naissance ou lors de l'hospitalisation, alors là, je dirais que ça dépend beaucoup de l'organisation du circuit de soins. Et ce qu'il faut, c'est remplir les
les indications précédentes, c'est-à-dire le faire précocement dès l'identification des besoins. Bien sûr, le délai d'administration va dépendre du seuil d'oxygène utilisé pour définir les indications du surfactant, et ça par rapport à la population éligible. On va maintenant aborder la question difficile de la sédation analgésique possible, en sachant que pour beaucoup, cette question est un frein, enfin en tout cas l'absence de réponse est un frein à l'implantation de la méthode LISA. Donc rappeler en préambule que bien sûr, en tout cas, il existe un consensus très fort des sociétés américaines et européennes de pédiatrie pour recommander une sédation analgésie avant un geste de laryngoscopie non urgente, ce qui est le cas le plus souvent qui est le cas de la méthode LISA. Donc, il s'agit d'une balance bénéfice-risque. Les bénéfices attendus de cette prémédication sont bien sûr et avant tout le traitement de la douleur de l'enfant lié à la laryngoscopie et un moindre coût à l'administration du surfactant. Et deuxièmement, de faciliter le geste de l'opérateur. Les risques associés à cette prémédication sont les effets secondaires liés à la molécule, les accès de désaturation, hypotension et bradycardie. D'autres effets qui ne sont pas liés à la méthode LISA, qui sont les interrogations qu'on peut avoir sur le neurodéveloppement à long terme en lien avec l'administration de certaines molécules. Et plus spécifiquement pour la méthode LISA, l'administration d'une prémédication peut augmenter le risque d'échec de la technique lié à la dépression respiratoire induite par ces molécules et donc conduire à une intubation rapide lors de la procédure. Donc, des études ont évalué la faisabilité et l'efficacité d'une prémédication avec différentes molécules. Donc, voici 3 molécules qui ont été étudiées. Le propofol, qui, je vous rappelle, n'a que des propriétés sédatives, a montré dans une étude randomisée contrôlée une efficacité sur le score de confort, mais associée à plus de désaturation et plus de recours à la ventilation en pression positive. Le fentanyl, lui, a des propriétés analgésiques essentiellement et est associé à un risque de rigidité thoracique qui a été vérifié avec un taux d'intubation relativement important dans les suites de la procédure LISA. Enfin, la kétamine, qui a des propriétés sédatives et analgésiques, elle, au cours d'une étude observationnelle, a été montrée comme efficace en termes d'obtention du confort, mais avec un certain nombre d'apnées et un certain nombre d'intubations, mais il n'y avait pas de bon contrôle. Donc aujourd'hui, en l'absence de molécules au profil idéal, à savoir analgésie efficace, peu d'effets dépresseurs respiratoires, induction rapide et brève durée d'action, peu d'effets secondaires et objectif encore plus élevé, avoir des données rassurantes sur le long terme. Donc aujourd'hui, en l'absence de cette molécule de profil idéal, il n'existe pas de recommandation quant à la prémédication analgésie-sédation pour le LISA. C'est vraiment une question non résolue. Donc nous, notre pratique à Port-Royal, on pourra en discuter au cours des questions, c'est de ne pas proposer de sédation analgésie avant la méthode LISA. Donc, les perspectives pour progresser, il y a l'étude de ProLISA, qui est une étude conduite par l'équipe de Créteil, qui a débuté depuis un peu plus d'1 an, qui se propose donc de contrôler, lors d'une étude randomisée contrôlée, l'administration propofol versus groupe contrôle. L'intérêt de la vidéolaryngoscopie qui pourrait diminuer la douleur induite par la laryngoscopie. L'intérêt d'utilisation d'un dispositif dédié, on va parler juste après, et le développement de techniques d'administration de surfactants moins invasives, donc ça c'est une perspective plus lointaine, notamment par le masque laryngé. Donc l'intérêt et le choix d'un dispositif dédié pour l'administration du surfactant. Donc précédemment, il y avait des dispositifs souples, je vous disais, qui nécessite l'introduction à l'aide d'une pince de Magil. Actuellement, 2 dispositifs dédiés sont disponibles dans le commerce. Le Surfcat, commercialisé par le laboratoire Vigon, et le LISA-4 par le laboratoire Chiesi. Donc, ces dispositifs présentent des propriétés similaires. En tout cas, ils sont, vous voyez, gradués sur toute leur longueur et surtout, ils ont une extrémité différenciée qui est souple pour les deux, avec un marquage de l'extrémité distale des 2 derniers centimètres pour le dispositif Surfcat et des 3 derniers centimètres. L'intérêt de ces dispositifs, c'est d'être déformables et de pouvoir
donner une courbure facilitant le geste lors de l'insertion du dispositif et donc permettant de s'affranchir de l'utilisation de la pince de magie. Le positionnement recommandé sur les repères, donc il faut faire une administration qui soit bien sûr en intrachéale mais non sélective, et pour cela, donc, ce qui est proposé, c'est que chez les plus petits, les moins de 28 semaines, moins de 800 grammes, on positionne le dispositif à 1,5 cm de l'extrémité distale, repéré différemment sur les deux dispositifs, et chez les plus grands, on va s'arrêter à 2 cm. Les difficultés de mise en place du dispositif, donc ça on va passer rapidement. Il y a certes un apprentissage de la pratique, mais des difficultés qui sont relativement peu importantes en termes de positionnement, entre 70 et 90% de réussite à la première tentative. Les axes d'amélioration sont l'expérience de l'opérateur qui doit déjà avoir une expérience de la laryngoscopie, la formation à la technique, et là on pourra insister lors des temps de questions, avec une courbe d'apprentissage qui a été bien montrée et l'intérêt d'utiliser des outils de formation par la simulation. L'intérêt d'utiliser un dispositif dédié qui vraiment facilite la mise en place du dispositif, encore une fois, et l'intérêt, et on pourra en discuter, de l'utilisation d'une prémédication par sédation analgésie pour les bébés les plus agités. L'administration du surfactant, alors quelles sont les recommandations? Le choix et la posolie du surfactant n'interviennent pas eu égard à la méthode LISA, pas de restriction. En France, il y a un quasi-monopole du surfactant alpha Curosurf avec une dose recommandée de 200 mg/kg à la première instillation. Les conditions d'administration, ça c'est important d'insister, c'est vraiment une procédure qui doit se faire plusieurs personnes, une collaboration multiprofessionnelle, en tout cas avec plusieurs opérateurs. Donc, voici la méthode proposée à Port-Royal. 4 opérateurs sont impliqués, en fait. Une personne qui va maintenir l'enfant en bonne position et faciliter le geste de l'opérateur qui va être ici, qui va introduire le dispositif. Une personne aide qui va être là à l'aspiration si besoin, qui va être en charge de maintenir étanche le dispositif de CPAP au niveau du nez, et qui va pouvoir éventuellement délivrer des inspirations manuelles si nécessaire. Donc, la 4e personne, elle est en charge de l'instillation du produit une fois que le dispositif est en place. Donc, le bébé va être installé au travers de l'incubateur comme une intubation. On prendra soin de l'envelopper pour éviter le refroidissement lors de l'ouverture des portes. Il doit être mis en condition avec un support ventilatoire par CPAP stable et efficace, et bien sûr être monitoré avec les constantes en place et bien lisibles. Le temps donc de laryngoscopie, on expose avec un laryngoscope habituellement. L'aide éventuellement va être vigilante à ce que la CPAP soit toujours en place. L'opérateur va introduire le dispositif et dès que le dispositif va être mis en place, il va sécuriser au niveau de la bouche de l'enfant en le maintenant, et il va pouvoir du coup retirer le laryngoscope et immédiatement après refermer la bouche de l'enfant pour maintenir l'étanchéité des transmissions de la pression par la CPAP. On peut vérifier la bonne position du dispositif sur les graduations extériorisées au niveau de la bouche. Une fois qu'on a validé la bonne position, on va donc faire le temps d'instillation du produit qui va donc devoir se faire de façon lente, entre 0,5 minutes et 2 minutes, avec au mieux une instillation qui doit se faire avec du bolus et qui va être au mieux synchronisée sur les mouvements spontanés respiratoires de l'enfant. On aura pris soin au préalable de remplir la seringue avec 0,5 ml d'air dans le surnageant du Curosurf qui va permettre de purger le dispositif lors de la fin de l'instillation du produit. Au décours immédiat, donc, on va retirer le dispositif et on va réinstaller l'enfant de façon la plus confortable possible. Pour finir, quels sont les événements indésirables qui sont rapportés lors de l'administration du surfactant?
quelles sont les propositions d'action d'amélioration que l'on peut faire. Donc, les événements d'apnée sont très fréquents, je n'ai même pas mis de fréquence, mais très fréquemment rapportés, qui soient en lien avec la laryngoscopie ou avec l'administration du surfactant. Pour les prévenir, on peut proposer l'administration de caféine en pré-procédure et on peut, au moment où ils surviennent, délivrer des inspirations en pression positive. Les bradycardies, elles peuvent être prévenues par une prémédication par atropine. Elles peuvent être en lien avec l'instillation du produit, donc elles peuvent être, je dirais, traitées au moment où on instille le produit par un ralentissement de l'instillation, éventuellement de faire une pause le temps que l'enfant récupère, et là encore, proposer de délivrer des insufflations en pression positive. Les désaturations, là aussi, très fréquemment rapportées, même action corrective, ralentir l'instillation du produit et délivrer des insufflations positives. Le reflux de surfactant, lui aussi, est très souvent rapporté, difficile à quantifier puisque vous avez vu qu'on fait l'instillation sans contrôle visuel, donc avec la bouche fermée de l'enfant. Dans ces cas-là, donc on voit du produit sortir soit par les narines, soit par la bouche, il convient de ralentir l'instillation et de faire une pause, et là aussi de stimuler les mouvements respiratoires de l'enfant qui vont faire progresser le surfactant jusqu'aux alvéoles. Enfin, si on est dans une situation d'absence d'efficacité au décours de l'administration du surfactant, ça peut être en lien soit avec une administration intragastrique de l'estomac, avec un dispositif qui n'était pas en bonne position et qui a bougé au moment de l'administration. Dans ces cas-là, on va le diagnostiquer par une aspiration de l'estomac d'un grand volume de surfactant, ou alors ça peut être lié à la pathologie sévère de l'enfant qui va nécessiter un renouvellement de l'administration du surfactant. Et pour finir, l'échec de la méthode par une difficulté à mettre en place le dispositif qui est relativement rarement rapporté. Ça peut donner lieu à évaluer, si ce n'a pas été le cas, l'indication d'une prémédication par sédation, si l'enfant est particulièrement agité, et à revoir, selon les situations, la formation à la technique. Donc, au final, en conclusion, la méthode LISA en 2021 est une technique encore récente et en cours d'évaluation, mais avec une accumulation de preuves de plus en plus importante démontrant des bénéfices, et a été encore validée comme la technique de référence au cours d'une méta-analyse qui est parue au mois dernier pour l'administration du surfactant. Ces bénéfices et la confirmation, parce qu'on a vu qu'on avait des résultats très parcellaires, de ces bénéfices à long terme sont en attente. Il s'agit d'une technique nécessitant un apprentissage avec une formation pratique spécifique nécessaire. Une technique récente qui comporte encore des questions non résolues, on en a abordé certaines. L'autre volet de ces questions non résolues sont tous les mécanismes physiopathologiques à l'origine des bénéfices. Très peu d'études expérimentales animales, même aucune, ne sont disponibles aujourd'hui. Et un élément très important à rappeler, c'est une technique certes d'administration du surfactant, mais qui s'intègre dans une stratégie globale de soins et de ventilation moins invasive. Je vous remercie de votre attention. Juliana, pour cette présentation très complète sur la méthode LISA. Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre aux différentes questions qu'on a pu avoir au travers de la présentation, et peut-être que d'autres arriveront en complément. N'hésitez pas à passer par ce mode QR situé en bas à droite de votre écran pour continuer à poser des questions. Donc, je vous propose d'afficher donc cette liste de questions. Tac. On va commencer avec la première, Juliana. Première question, un LISA peut-il être réalisé par un interne, tout simplement? Alors, effectivement, c'est une question que nous, personnellement, on s'est posée dans le service. Le prérequis, c'est que l'interne, ou finalement le jeune opérateur, on rejoint la question de la formation, est une formation déjà et une compétence, j'allais dire, dans l'intubation, du coup une expertise dans la laryngoscopie et l'intubation, et après qu'il ait une formation spécifique à la technique de LISA, comme tous les nouveaux opérateurs. Et donc pour cela, nous, en pratique dans le service, on utilise notre mannequin prémature Anne, qui est vraiment un mannequin très utile pour faire des séances de simulation
basse fidélité simplement, et individuellement, après, en fonction des compétences de chaque interne, on peut, et souvent c'est le cas en fin de semestre, proposer aux internes de pratiquer la méthode LISA. D'accord, très bien. Deuxième question. Bonjour, de la part de l'équipe donc, de néonatologie de Neuilly-sur-Seine, y a-t-il eu des expériences d'utilisation dans un centre type 2B? Alors, y a-t-il eu des expériences d'utilisation? Je ne serais pas certaine, mais en tout cas, probablement. Par rapport à cette question de la possibilité de réaliser l'ISA en type 2B, je crois qu'il faut rejoindre encore les prérequis nécessaires, c'est-à-dire avoir une formation pour l'opérateur, et pas seulement pour l'opérateur, pour l'équipe. On a vu que la technique LISA implique différents intervenants et qu'il y a une réelle coordination à avoir au moment de ce geste relativement délicat. Après, par rapport à l'application de la méthode LISA, ça peut dans certains cas effectivement éviter un transfert d'un enfant s'il répond bien à la méthode LISA et qu'il n'a pas besoin d'être pris en charge par ailleurs pour sa prématurité dans un centre de type 3. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle théoriquement à ce que cette méthode soit appliquée dans les centres de B, sous réserve, encore une fois, de la compétence de l'équipe sur place. Très bien. Autre question qui va apparaître. Quels conseils pourriez-vous donner à des équipes qui auraient été échaudées par la méthode LISA, notamment des pneumothorax? Alors, il y a eu quelques rares cas, effectivement, de pneumothorax rapportés. Alors, la difficulté, c'est de savoir si le pneumothorax était préexistant à l'administration du surfactant par méthode LISA ou s'il est la conséquence de cette administration. Il n'y a pas toujours, on a bien compris, comme c'est une méthode qui propose d'administrer précocement le surfactant, il n'y a pas toujours de contrôle radio avant la méthode. Donc, c'est vrai qu'un des risques qu'on a évoqué, c'était l'effet traumatique de certains dispositifs qui sont un peu rigides, qui auraient pu être à l'origine d'un traumatisme mécanique sur les voies aériennes et provoquer un pneumothorax. Là encore, je dirais que la réponse est probablement dans la formation de l'équipe et de la mise en place du dispositif. Mais en soi, ces événements sont extrêmement rares et en tout cas devraient être contrôlés par une formation et l'utilisation de dispositifs qui sont le moins traumatiques possible. Donc nous, on a l'expérience du LISA 4, on a testé le SURF 4. Effectivement, les deux dispositifs ont une pointe mousse qui devrait permettre, en étant attentif, de prévenir ces événements si on pense qu'il y a un lien de causalité. Très bien. Autre question. D'après votre expérience, comment appréhendez-vous la courbe d'apprentissage? Alors, vous avez en partie répondu, qui permet à votre équipe de maîtriser la technique LISA. Vous parliez de formation tout à l'heure. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient de façon récurrente. Donc, ce qu'on peut ajouter quand même dans la méthode de formation, outre les ateliers sur simulation avec des mannequins, on peut s'aider aussi de la vidéolaryngoscopie, qui est un outil important notamment dans la formation des plus jeunes pour contrôler la bonne position du dispositif avant le début de l'instillation. Il y a eu une étude qui est parue dans PLOS ONE, une étude intéressante qui a décrit en fait l'expérience de la Pologne, qui a eu une stratégie, une politique d'implantation de la méthode LISA à l'échelle nationale, et donc qui a proposé une formation de tous les centres de type 3 ou équivalent, avec à la fois une formation théorique et des ateliers de pratique sur des mannequins de simulation. Et on a vu que leur pratique du LISA est passée de très peu, de 4% à 24% sur une période très courte de 1 an. Voilà, donc ce qui est clair, c'est que dans la formation, il faut souvent faire venir des compétences de l'extérieur avec des formateurs, on va dire, patentés. Et il y a plusieurs éventuellement degrés d'expérience qu'on peut avoir, mais souvent l'aide d'une personne extérieure qui a l'habitude du LISA in situ au sein d'une équipe qui a la volonté de le mettre en place est une aide importante. Très bien.
Autre question, le fait de relever un peu l'enfant lors de l'instillation pourrait-il diminuer, d'après vous, le reflux de surfactants? Alors, j'ai déjà entendu parler de cette méthode, mais honnêtement, il n'y a rien qui va dans ce sens dans la littérature. Et nous, en tout cas, ce n'est pas une pratique que nous mettons en place à Port-Royal. Ce qui est vraiment retenu, c'est que pour diminuer le reflux, il faut essayer de faire avancer, je dirais, le surfactant dans le bon sens, hein, vers l'extrémité distale des poumons. Et pour ça, il faut vraiment stimuler la ventilation spontanée de l'enfant, hein, qui va faire qu'à la fois par la fonction je dirais, des cordes vocales qui vont donc être occlusives au moment où l'enfant va expirer et au moment où il va inspirer, le surfactant va progresser dans le bon sens. Autre question. Bonjour, est-ce que vous pensez qu'il faut un minimum de 2 médecins pour faire un LISA ou au moins un médecin et un interne? Donc moi, je vous ai présenté la pratique de Port-Royal. Je ne sais pas si la question recouvre 2 médecins et d'autres personnes ou simplement 2 personnes dont un médecin. Voilà. En tout cas, ce qui est très important de retenir, c'est que l'opérateur qui introduit le dispositif ne peut pas elle-même faire l'instillation parce qu'elle doit sécuriser le dispositif à l'orifice buccal, hein, et qu'elle ne peut pas lâcher le dispositif pour instiller et injecter avec la seringue. Et comme il faut une 3e personne pour maintenir l'enfant, je dirais le trio est un minimum requis. Très bien. Autre question. Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas faire de LISA avant 25 semaines? Alors, on n'a pas dit ça. Hein. J'espère que j'ai été claire pour dire qu'il n'y a pas d'interdiction à faire du LISA selon les âges gestationnels. Ce que j'ai montré dans cette présentation, c'est que le bénéfice attendu, hein, n'est pas aussi important peut-être qu'entre la tranche des 25-28 semaines, mais il y a un réel bénéfice, hein, notamment en retardant l'intubation initiale, qui est nécessaire dans 60% des cas, mais on va dire dans 40%, elle n'est pas nécessaire. Donc, il y a quand même une tranche de cette population qui va en bénéficier. Et on a démontré, hein, qu'il y a une réduction de la dysplasie, certes moins importante que dans les âges gestationnels plus matures, mais qu'elle existe, et qu'il y a aussi une réduction des hémorragies intraventriculaires. Donc, on ne va pas dire qu'on ne peut pas faire de LISA à moins de 25 semaines. D'ailleurs, nous, à Port-Royal, on ne s'est pas mis de limite d'âge gestationnel inférieur. Une question maintenant sur la sédation. Bonjour, utilisez-vous une sédation et si oui, laquelle? Alors, j'ai dit au cours de ma présentation que nous n'utilisons pas de sédation à Port-Royal. Par contre, nous utilisons, je dirais, toutes les méthodes, on va dire, non médicamenteuses, c'est-à-dire que nous utilisons un dispositif dédié. La procédure est réalisée par un opérateur entraîné, donc pour limiter le temps de la laryngoscopie, et nous enveloppons les enfants. On peut aussi proposer la succion nutritive avant le geste d'intubation, hein, pour améliorer le confort initial de l'enfant. Mais en tout cas, nous, en termes de balance bénéfice-risque, nous avons choisi, hein, de ne pas effectuer de prémédication par une sédation analgésique. Autre question, donc merci Juliana. Donc si une nouvelle dégradation après un premier LISA et qu'on est en moins de 28 semaines, est-ce qu'on refait un LISA, on reprend les mêmes recos que tu avais mises pour la première dose? Donc s'il y a une nouvelle dégradation après un premier LISA et qu'on est en dessous de 28 semaines, est-ce qu'on refait un deuxième LISA du coup, ou est-ce qu'on reprend les mêmes recommandations que vous aviez mises pour la première dose? Effectivement, c'est une question qu'on s'est posée depuis le temps où on applique la méthode LISA. Je dirais que c'est selon la situation. C'est-à-dire que chez les enfants qui ont une évolution qui est sévère et qui n'ont pas du tout répondu aux surfactants lors de la première administration, on va plutôt proposer une intubation pour réaliser la deuxième administration. Pour les enfants qui ont bien répondu à la première administration et qui réaugmentent secondairement leurs besoins en oxygène dans des valeurs modestes, on va proposer un deuxième LISA. Pour les enfants qui n'ont pas répondu à la première et chez lesquels on a constaté qu'il y avait probablement une instillation intragastrique,
Là, on va proposer un deuxième LISA, mais en changeant d'opérateur. Voilà. Et par rapport à la dose, nous, on reste avec les doses recommandées par le laboratoire, c'est-à-dire la deuxième dose, si on pense que la première a été réellement en intratrachéal, va être à 100 mg/kg. Autre question maintenant sur le délai de réponse au surfactant. Est-ce que ce délai de réponse au surfactant est aussi rapide qu'avec une méthode classique d'administration? Oui, absolument. Voire même ce qui est décrit dans la littérature, dans les faibles données qu'on a, il est aussi, voire plus rapide que lors de l'administration par voie au travers d'une sonde d'intubation. Alors, il y avait une deuxième question qui était à peu près sur la même thématique, qui disait que l'impression était que parfois le délai de réponse était plus important que par rapport à l'insure. Donc, est-ce que ceci est vrai pour vous aussi? En tout cas, nous, on ne l'a pas constaté dans notre pratique. Alors, nous, on fait quasiment pas d'insure, hein, sauf que je vous ai dit pour la tranche des bébés au-delà de 32 semaines qui ont rarement besoin de surfactants. Mais en tout cas, par rapport à nos pratiques préalables au LISA, c'est-à-dire l'intubation, on n'a pas constaté de différence en termes de réponse. On revient maintenant dans les centres 2B. Est-ce que vous recommanderiez de le faire aux 32-33 semaines, donc dans ce type de centre, donc 2B, qui reçoit finalement peu de nouveau-nés prématurés avant 32 semaines? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai que c'est une question un peu difficile parce que l'avantage serait d'éviter un transfert. Mais nous, dans cette situation, et pour moi, la réponse, c'est de préférer vraiment la méthode InSure pour ces enfants plus matures, qui vont donc encore une fois avoir un geste plus difficile et qui nécessite vraiment une sédation du fait efficace, avec du coup éventuellement des effets un peu prolongés de cette sédation. Et du coup, l'administration par méthode InSure, quitte à laisser l'enfant intubé 1 heure ou 2, le temps qui récupère des effets de sa sédation, me paraît plus adapté, dans la mesure où ces enfants ont finalement peu de risques d'évoluer vers une dysplasie bronchopulmonaire et le bénéfice protecteur sur l'évolution respiratoire du LISA n'est pas tellement ce que l'on recherche. Donc, sécurité et confort du geste, préférer le LISA chez ces bébés au-delà de 32 semaines. Très bien. Préférer l'InSure, pardon, chez ces bébés. Autre question maintenant sur le médicament lui-même et la posologie. Utilisez-vous une dose de 200 mg/kg strict ou avez-vous pour habitude de donner tout le flacon, par exemple, pour un nouveau-né autour de 1100 grammes? Non, alors on ne dépasse pas les 200 mg/kg. Alors c'est vrai qu'il en reste un tout petit peu, on ne va pas le jeter. Alors, parce qu'en plus, on évalue qu'il y a un petit peu de reflux et que du coup, il y a peut-être une perte de produit par rapport à une administration en circuit clos, comme on peut l'avoir au cours d'une intubation. Mais nos pratiques sont quand même de rester sur une dose de 100 mg/kg sans noyer l'enfant avec du surfactant. Très bien. Autre question. Bonjour, réalisez-vous des LISA chez des nouveau-nés de plus de 34 semaines? Donc, je vais répondre à nouveau non. Donc, clairement, si les enfants ont réellement un besoin d'administration de surfactant, on fera une séquence InSure. On avait de nouveau une question, on va simplement répéter la réponse sur la sédation de l'enfant. Est-ce que vous pratiquez une sédation quand vous utilisez la méthode LISA? Et si oui, quelle sédation? Vous aviez répondu que non. Est-ce que vous pouvez compléter? Oui, alors c'est vrai que nous, c'est un choix de l'équipe. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les enquêtes de pratique, cette question de la sédation, elle est très partagée. Il y a, chez les Allemands, il y a peu de centres qui utilisent des prémédications sédation analgésie et environ 50% des cliniciens qui pratiquent le LISA n'utilisent pas de prémédication par sédation analgésie. La préoccupation, elle est très importante en France et on voit que il y a beaucoup d'études, il y en a encore une récente de l'équipe de Montpellier qui s'intéresse à cette question et qui essaye d'apporter des éléments de réponse. Et j'espère que à l'avenir, on disposera à la fois d'éléments de réponse discriminants et aussi on attend une molécule qui remplisse les conditions idéales pour sécuriser la méthode LISA avec une sédation. Une autre question, ne peut-on pas le faire aux plus de 32 semaines avec une sédation? De nouveau,
Là encore, la réponse, c'est qu'est-ce qu'on attend de la méthode LISA? C'est-à-dire que le 32 semaines, il va avoir une méthode in-show. La séquence in-show, c'est vraiment très bref, c'est-à-dire que on administre le surfactant et dans les minutes qui suivent, on va extuber l'enfant. Donc, l'enfant va s'agiter, le risque est que le dispositif sorte de l'orifice trachéal, qu'on fasse une instillation intragastrique. Enfin, encore une fois, je crois qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice attendu à faire du LISA au-delà d'un certain terme par rapport à l'évolution respiratoire. Autre question que je me posais, Juliana, la méthode LISA est-elle applicable avant un transport en SAMU? Alors ça, c'est aussi une bonne question. Je crois que là encore, il faut qu'il y ait une concertation entre les équipes du SAMU. C'est une discussion qui peut être très régionale entre les équipes du SAMU et les cliniciens qui prennent en charge l'enfant au départ. Il y a beaucoup bien sûr de SAMU qui acceptent de faire une méthode LISA et de plus en plus avant un transport. Mais là encore, la problématique de la sédation est au premier plan, puisque en faisant une sédation, on prend plus de risques à un échec de la méthode, excusez-moi, avec un risque d'intubation peut-être au cours du transport qui sera plus périlleux chez les bébés, d'autant plus qu'ils sont immatures. Si je peux ajouter un dernier point par rapport à la sédation, c'est vrai que ce qui ressort de la littérature et ce qu'on observe aussi dans nos pratiques, c'est que l'application du geste et l'introduction de ce fin dispositif chez les bébés les plus immatures est plus facile en termes techniques que chez les bébés les plus matures. Donc, c'est vrai que la facilitation du geste rend aussi, je dirais, plus acceptable, et je ne parle pas du ressenti de l'enfant, mais plus acceptable de ne pas faire de sédation chez les bébés très immatures par rapport à celle qu'on observe chez les bébés plus matures qui vont se débattre et qui vont s'agiter et donc qui vont faire que le geste est plus difficile, va durer plus longtemps et paraît beaucoup moins bien toléré. Peut-être une dernière question ou avant-dernière question. Pouvez-vous revenir sur l'administration en bolus et quels sont ses avantages? Alors, c'est pas vraiment un avantage, c'est ce qui est recommandé, c'est d'avoir une instillation par bolus qui permet de synchroniser en fait l'instillation du surfactant au mouvement respiratoire de l'enfant et d'aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'au temps inspiratoire, le produit va être instillé et donc progresser vers les poumons. Alors que si on est sur une séquence où on fait en bolus, en IV continu, d'une part, on va aller beaucoup plus vite, donc il y a un risque de reflux plus important, et d'autre part, si l'enfant expire au moment où on insuffle, il va y avoir une ouverture des cordes vocales et une facilitation au reflux liée à les conditions mécaniques. Une dernière remarque sur les centres 2B. Notre participante mettait que la problématique des 2B était très importante parce que finalement, ils reçoivent peu de moins de 32 et donc ne peuvent pas se former. Néanmoins, ils en reçoivent de temps en temps. Donc, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, je dirais? Chez les moins de 32 semaines, faire du LISA en type 2B, je pense que ça doit être une réflexion régionale en coordination avec les SAMU, parce que qui dit moins de 32 semaines dans un 2B implique probablement derrière un transfert par le SAMU vers un type 3 pour la poursuite de la prise en charge. Donc là encore, si on respecte les prérequis de formation, je ne vois pas de contre-indication à réaliser le LISA si le SAMU derrière accepte de transporter l'enfant dans ces conditions-là. Par contre, s'il préfère que l'enfant soit intubé pour telle ou telle raison, je crois qu'il faut avoir un respect des pratiques au sein d'un réseau de soins régional. J'ai encore deux autres questions. Le sujet passionne, qu'on peut prendre encore. Il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que le risque d'échec est plus important si la FiO2 est supérieure à 60 ou s'il y a une hypercapnie initiale? Oui, d'ailleurs, ça fait partie des non-indications que j'ai proposées, c'est-à-dire qu'effectivement, la méthode sur des situations cliniques de détresse respiratoire sévère est plus souvent mise en échec, avec un moins bon taux de réponse chez les enfants qui sont très instables.
Selon vous, quelles sont les indications LISA en salle de naissance? Alors, j'ai abordé rapidement la question. Je crois que ça dépend de l'organisation locale. C'est vrai que nous, à Port-Royal, la salle de naissance est contiguë en fait au service d'hospitalisation. Donc, en 2-3 minutes, on va passer de l'un à l'autre. Et donc, pour des raisons d'organisation, on préfère administrer le surfactant au sein du service. L'autre élément aussi de réponse important, c'est que certes, il faut le faire avant les 2 heures de vie, mais il faut attendre un temps suffisant pour évaluer les besoins, je dirais, réels en oxygène de l'enfant. Et on sait que ça va être important pour décider au nom de l'administration du surfactant. Il y a beaucoup d'enfants qui, au cours des premières minutes de vie, vont avoir des besoins d'oxygène élevés et puis rapidement, après quelques dizaines ou vingtaines de minutes, vont se stabiliser à une FiO2 inférieure. Donc c'est pour ça que pour ces enfants-là, on a besoin d'un temps d'évaluation qui fait qu'on ne fait pas le LISA comme une administration prophylactique, mais on attend vraiment d'identifier réellement une indication de surfactant. Et enfin, et cette fois-ci, c'est la dernière question promis, on administre à l'inspiration ou à l'expiration, pardon. On fait le bolus de façon concomitante au temps inspiratoire. Écoutez, le sujet, merci pour toutes vos questions, merci pour votre participation. Juliana, merci d'avoir passé cette heure avec nous ici au siège. En tout cas, merci à tous, prenez soin de vous et puis je l'espère à un prochain webinaire très bientôt. Merci et très bon après-midi à tous. Merci.